La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, cette semaine je vous propose un petit jeu. Fermez les yeux et sans tricher, est-ce que vous êtes capable de nommer 3 variétés de cacao ? Est-ce que vous connaissez la différence entre variété et origine de cacao ? Et est-ce que vous savez comment travailler une fève pour en faire une délicieuse tablette de chocolat ? Si vous avez obtenu moins de 3 bonnes réponses à ce petit quiz, alors cet épisode est fait pour vous. Aurélien Duclou, qui a créé il y a quelques années la Baleine à Cabosse, qui est une chocolaterie marseillaise bean to bar, c'est-à-dire qui fabrique son chocolat en transformant elle-même les fèves de cacao pour en faire une tablette, nous explique tout ce qu'il faut savoir ou presque sur le chocolat. Alors au menu de cet épisode, comment sélectionner un cacao, mais aussi comment travailler une fève de cacao et la définition de ce qu'est une tablette réussie, et enfin ces astuces, non seulement pour apprendre à identifier et nommer les saveurs d'un chocolat, mais aussi pour commencer à utiliser du chocolat dans vos desserts. Bonne écoute! Bonjour Aurélien, comment vas-tu ? Très bien, bonjour. Alors pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Je dirais le clafoutis et la cerise du jardin. C'est un dessert que j'aimais beaucoup et que je réclame encore à mes parents quand je vais les voir. Est-ce que tu l'as déjà testé un peu en faisant un chocolat ? Non, pour le coup, je l'ai jamais décliné au chocolat. Il y a des sortes de totems auxquels on ne touche pas, je pense. Et d'ailleurs, c'est quoi ton chocolat parfait pour finir un repas du dimanche ? Même si, après avoir enregistré avec plusieurs chocolatiers et chocolatières, je sais qu'il faut éviter de manger du chocolat après le repas puisqu'il n'a pas le vrai goût qu'il devrait avoir. Non, alors moi j'aurais une réponse qui est peut-être un peu fuyante aussi, mais pas tout à fait la même, c'est que ça change en fait en fonction de ce qu'on a mangé, du temps qu'il fait, de la période, de la saison. Donc en fait, moi j'en ai pas un sur lequel je m'arrête régulièrement. Ça dépend, et puis c'est ça qui me surprend toujours et qui m'intéresse. Et après, j'allais demander quel était ton chocolat parfait pour le goûter, puisque c'est plus une heure pour déguster le chocolat quand on n'a rien mangé avant ni après. Est-ce qu'il y en a un que toi, tu y reviens quand même régulièrement et tu y reviens assez souvent ? Il y en a un dans notre gamme qui n'est pas un chocolat noir, c'est un chocolat au lait, mais c'est avec du sarrasin grillé. Ça s'appelle du sobacha. C'est une petite graine de sarrasin. C'est les Japonais qui font ça en infusion. Et on l'a essayé, nous, en chocolat, sur le conseil d'une cavaté avec laquelle on travaille. Et c'était un fort bon conseil. Ça marche très bien. Ça fait une sorte de crunch de luxe très très gourmand et avec un sacré goût de reviens-y. Donc ça, pour le goûter, c'est très bien. Mais est-ce que tu fais infuser ce sarrasin aussi dans le chocolat ? Ou est-ce que juste t'incorpores des... On l'incorpore. Voilà, en fait, vraiment des toutes petites graines qu'on incorpore dans. On prend un gros cul de poule qu'on remplit de chocolat au lait, on met Ouais. notre sobacha à l'intérieur et puis on le met en tablette directement. Alors au départ, c'est un chocolat qu'on a fait en petite barre quand on l'a lancé, en petite barre de 20 grammes. Et très vite, les clients, au bout de quelques jours, sont revenus en nous disant, mais en fait, non, il faut des formats plus grands. Donc après, on a fait une tablette normale, et là, on l'a décliné en pâte à tartiner également. Donc c'est une pâte à tartiner croustillante, alors ça donne un effet assez étonnant sur une tartine, mais c'est hyper gourmand. Ça a l'air bon. Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création, genre ton tout premier chocolat ? Alors, tu sais, nous, on travaille des chocolats, beaucoup des chocolats nature, là. On a parlé, j'ai pris un Ouais. contre-exemple avec un chocolat au sarrasin, mais on aime bien le chocolat dans son plus simple appareil, quoi, avec du cacao, du sucre et rien d'autre. Donc, c'était un chocolat noir nature. Si on doit parler de ses notes aromatiques, c'est un chocolat qui était assez boisé et fruité, et qu'on a toujours aujourd'hui en gamme et qu'on aime beaucoup. On devrait recevoir dans les prochains jours, d'ailleurs, notre plus grosse commande historique de cet arbre-là. On attend 2 tonnes, c'est depuis presque un an, avec les différents
Covid, complexité à droite à gauche depuis la Colombie jusqu'à chez nous. Donc c'est ça le premier chocolat qu'on a fait, un chocolat noir nature. Et celui-là, comment est-ce que tu l'as découvert? Comment est-ce que tu as découvert ses notes, et cetera? Alors celui-ci, on l'a découvert avec ma compagne Claire en partant en Colombie. On a passé plusieurs mois sur le terrain là-bas avec pas du tout l'objectif de faire du chocolat à la base. Donc on est tombé dedans par hasard. On a pris un billet simple en fait pour la Colombie. On avait mis plusieurs noms de pays dans un chapeau, des pays dans lesquels on avait envie d'aller. On a mélangé, on a tiré la Colombie. Donc on est parti en Colombie, mais sans rien connaître ni du pays ni savoir ce qu'on allait faire là-bas. Et on est tombé dans les plantations de cacao. Par hasard, on faisait du café, nous, des bénévolats dans des plantations de café. Et on est tombé dans une plantation de cacao et on s'est rendu compte qu'on n'y connaissait rien du tout au chocolat. Les cabosses, les variétés, on était incapable de citer des variétés de cacao. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un bon exercice. Est-ce que vous connaissez des noms de variétés de cacao? Sur le café, on connaît des grandes familles, l'arabica, le robusta. On connaît des variétés de pommes, on connaît des variétés de tomates. C'est que le cacao, c'est un gros mystère. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et puis le producteur qui nous a fait visiter sa plantation nous a fait fabriquer du chocolat euh, avec rien. C'est-à-dire qu'on a fait du feu, on a fait torréfier dans une poêle sur un feu de bois, on a décortiqué à la main, on a écrasé tout ça dans un petit moulin manuel. On a mélangé à la cuillère en rajoutant du sucre, donc il y avait encore la mâche et du cacao pas bien raffiné, on va dire, et le croustillant de sucre. Mais ça avait un goût incroyable. Donc c'est comme ça qu'on est nous tombé dans le chocolat et qu'on a décidé d'en faire notre métier et plus. Voilà. Tu parlais des origines, non, justement pas des origines de cacao, des variétés. Est-ce que c'est la même chose que les origines? Est-ce que, par exemple, du chocolat de Madagascar, c'est une variété de cacao ou Non, 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 il y comment a est-ce qu'on fait des. la distinction? C'est assez proche du vin en fait. Tu vas avoir un effet terroir, donc le sol, la météo, tout ça qui va jouer sur le goût de ton chocolat. Et tu as un effet cépage, donc variété de cacao. Et donc en fait sur un même lopin, tu peux avoir des cabosses de plein de variétés différentes. Donc c'est ce qui nous a étonné dans cette plantation la première fois. C'est-à-dire que sur les arbres, on voyait bien qu'il y avait des cabosses orange, de Ouais. couleur bordeaux, jaune, verte. On s'est dit mais pétard, c'est vrai que c'est un fruit qui a plein de couleurs, donc il y a plein de variétés. Et a priori, si on prend des variétés différentes, même si elles viennent du même lopin de terre, on devrait avoir des chocolats différents, même si on fait la même recette exactement. Et Et c'est qu'est-ce ce qu'on qu'il a voulu existe, par tester. exemple, comme, variété de cacao? C'est vrai que j'avoue que je saurais pas forcément en citer comme ça. Alors, t'en as, historiquement, on en présente souvent trois, comment dire, trois variétés, mais qui sont aujourd'hui il y a plus de complexité que ça. Tu as le Criollo, souvent les cabosses qui sont réputées comme étant les plus savoureuses, les plus rares, mais aussi parce qu'elles font les fruits les plus petits et les plus vulnérables aux maladies. Donc en fait, pour les producteurs, c'est plus compliqué de les Ouais. maintenir. Tu as ensuite les Forastero, qui au contraire sont leurs cousines les plus robustes et les plus productives. Et puis tu as les Trinitario, qui sont une sorte de mélange des deux. Ça, c'est ce que nous a présenté au tout début comme étant les trois grandes familles. En fait, aujourd'hui, quand on parle avec des ingénieurs agronomes, on a plutôt une quinzaine de familles quand on regarde le profil D'accord. phénotypique, donc le profil génétique des arbres, plutôt une quinzaine de familles et plusieurs nouvelles qui devraient arriver dans les prochaines années, puisqu'en fait, il y a pas mal c'est un champ de recherche qui est en train d'être creusé actuellement. Et après, quand tu fais un chocolat, est-ce que tu utilises plusieurs variétés ou justement sur, une tablette, enfin, en tout cas sur une production d'un même chocolat, est-ce que tu te limites à une seule variété de cacao? Parfois oui, parfois on arrive à le faire. C'est-à-dire qu'on a des producteurs qui sont en mesure de nous dire je te propose un lot de variétés, machin, machin, machin. Ça, certains arrivent à le faire. Pour d'autres, c'est plus OK. compliqué et en fait, personne n'a le réflexe. Les premières fois qu'on a demandé ça, nous, donc on était en Colombie, on se renseignait là-dessus, on a fait le tour du pays pour aller voir des producteurs un petit peu partout, avec exactement ces questions-là de vraiment à la fois très naïfs, de débutants et de gens qui connaissent pas le secteur. Et on a souvent eu des gros yeux étonnés en réponse, puisqu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens qui font du cacao ont plein de variétés sur leur terrain, ils mélangent tout, ils mettent tout dans des sacs et ils exportent. Personne leur demande d'avoir telle ou telle Ouais. variété. Donc la personne qui nous a un peu accompagné et fait comprendre des choses sur ces sujets-là, c'est une dame qui a une plantation en Colombie, une superbe plantation qu'elle a héritée de son père, et dans lesquelles elle fait vraiment un projet de recherche au-delà de la production de cacao, et du coup elle est en mesure vraiment de nommer les variétés, telle rangée d'arbres, c'est telle variété, telle rangée, et donc elle fait ses propres tests. Elle s'est fait un OK. laboratoire de chocolat bean to bar, donc de la fève à la tablette,
dans le fin fond de cette forêt, là, à la frontière du Venezuela. Et elle fait tous ces tests justement pour voir, avec son terroir, donc qui est exactement le même d'un bout à l'autre de la plantation, c'est une petite plantation, l'impact de la variété de cacao sur le goût final du chocolat. Et on a mangé des choses incroyables chez elle. Ah, parce que ça change vraiment selon la variété, ça a pas du tout le même goût. Ça n'a pas du tout le même goût, ni la même couleur. Nous, on a fait le choix, on travaille avec une ferme au Mexique qui a et on travaille deux de ces variétés. Il y en a une qui a une couleur très très sombre, qui est puissante, épicée, c'est un peu le chocolat noir archétypal du gâteau au chocolat, un truc un peu fort. L'autre variété, c'est un chocolat qui a une couleur de chocolat au lait, pourtant on le fait en chocolat noir. Il est vraiment hyper clair avec une couleur acajou qui est très très belle, et des notes de framboise acidulée. Rien à voir, pourtant Ah ça oui. vient du même terrain. Mais du coup, si au moment où toi tu reçois, ces sacs de cacao, tu as différentes variétés, comment est-ce qu'après toi, au moment où tu vas les travailler, pour en faire une tablette, tu vas faire ressortir, une note, tu vois? Si justement, comme tu dis, tu as à la fois des notes, un peu de framboise et en même temps d'épicé et cetera. Comment est-ce que tu fais quand tu as une telle diversité de variétés dans un même, sac? Bah, ça, c'est un blend naturel en fait de variétés. Sur les terroirs et avec les producteurs qui sont pas en mesure de nous trier variété par variété, on a un mélange, et ça on l'explique bien aux clients, c'est un mélange de variétés de cette personne-là. Et la note aromatique après, c'est le chocolat. Une fois que tu fais ton chocolat, que tu le goûtes, que tu vois ce que ça donne. Ce qui est pas évident, c'est effectivement quand tu goûtes une fève dans un sac, selon Ouais. la fève, ça peut être pas tout à fait la même. Le chocolat industriel, c'est systématiquement des mélanges de plein de variétés. Souvent, c'est des mélanges de plusieurs terroirs aussi, voire plusieurs pays, Ouais. voire plusieurs récoltes. Et en fait, après, les industriels vont avoir des machines pour lisser les goûts, pour gommer les différences et pour obtenir un produit qui soit assez standard, qui ait le même goût tout le temps, tous les années, tous les ans, à n'importe quel moment de l'année. Mais toi, quand tu fais des mélanges, est-ce que du coup, tu essayes de faire un goût un peu plus neutre qui se situe entre, les différents goûts que peuvent avoir les différentes fèves? Ou est-ce que justement, tu joues sur le fait qu'il y aura une diversité de goûts et que du coup ton chocolat aura peut-être, je sais pas, peut-être plus de goût ou? Bah, sur l'exemple que je te donnais tout à l'heure sur le chocolat boisé et fruité de Cordoba, qui est une région en Colombie, là c'est un mélange de plusieurs variétés de ce producteur. Euh, et par contre, on n'est pas en mesure, nous, dans le sac, de séparer les fèves les Mmh. unes des autres. C'est-à-dire que c'est tout mélangé, donc en fait, on travaille tout d'un bloc et on considère ça comme l'origine Cordoba. Et le goût est assez stable. Je te disais tout à l'heure qu'on attend notre prochaine livraison. Là, on est dans l'équipe là, à la fois stressé et très ému de recevoir ça, et on se demande vraiment quelle va être la continuité du goût par rapport à la récolte précédente et par Ouais. rapport à la récolte encore d'avant. Sachant que là, notre producteur a récolté en gros, ils ont une récolte plutôt forte et une récolte plutôt faible. Et là, il a récolté en période plutôt faible, donc on ne sait pas si ça va avoir tout à fait les mêmes notes que d'habitude. Après, c'est un peu le côté, challengeant et le côté assez sympa, non, de ce métier et de se dire qu'à chaque fois, en fait, tu redécouvres un chocolat et qu'il aura jamais, exactement la même saveur. Bah oui, c'est notre côté vigneron, ça, vigneron du cacao. Non, mais c'est vrai on est très différents. Si tu demandes à un vigneron de faire le même vin tous les ans, bah, d'une part, il sait pas faire, et d'autre part, je pense pas que ça l'intéresse beaucoup. Nous, Oui, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai que c'est une approche très différente du chocolat industriel qui, au contraire, recherche la stabilité. oui, bien sûr. Et c'était quoi justement le dernier chocolat, que tu as découvert, enfin que vous avez découvert et qui t'a beaucoup plu? C'est l'Ouganda qu'on a lancé récemment et qui est un très très beau chocolat. J'ai du mal à le faire sortir du labo en ce moment. Je mange une bonne partie. C'est un très beau terroir et ça donne c'est un chocolat qui est très sombre à la robe, à la couleur, mais qui est extrêmement doux en bouche. Aucune amertume et des notes de mûr un peu yaourtées, très, très gourmandes. Donc c'est notre petit chouchou du moment là, en ce moment. On va tester là prochainement, dans les prochaines semaines, les îles Salomon. On a reçu plusieurs échantillons des îles Salomon, qui donc sont un petit archipel du Pacifique, et ils ont réussi à se regrouper, puisqu'il faut imaginer des petites îles très très éloignées sur des énormes distances. Ils ont réussi à se regrouper, les producteurs, pour proposer à l'export quelques tonnes de cacao qu'ils ont travaillé ensemble. Quand je dis travailler ensemble, ça veut dire que ça pousse sur des îles différentes, mais après ça va être fermenté ensemble à un même endroit selon un processus de fermentation et de séchage qui va être homogène. OK.
Ça représente quoi pour toi, la chocolaterie, plus globalement? Ça représente le réconfort, ça représente, la gourmandise et ça représente la rencontre, on va dire ça comme ça. C'est vraiment un lieu, je me rends compte, comme on a des parcours professionnels qui sont pas du tout ni liés à l'artisanat, ni liés, à la gastronomie avec, ma compagne Claire, avec qui on a monté la Baleine à Cabos. Euh, c'est vraiment, on a tout ça dans ce lieu au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on a des gens, du matin au soir, qui nous disent ça sent bon, c'est agréable, c'est bien ce que vous Ouais. faites, c'est bon, etc. Donc, c'est vraiment associé à ça. Bon, après, nous, on a le côté, c'est aussi notre travail, et parfois c'est dur, et on travaille beaucoup dans les saisons fortes, donc pas que du repos et du bien-être, etc. Et bon, c'est dur et c'est physique, hein. On porte aussi des sacs qui sont lourds, on a beaucoup de manutention, etc. C'est vraiment un rapport physique au chocolat. Mais malgré tout, ce qui va dominer, c'est ça, c'est une odeur qui est très puissante. Tous les clients nous font la remarque aussi, mais bon, ça sent pas comme dans les chocolateries classiques. Ça sent vraiment le cacao. Il y a toutes les machines qui dégagent tous les arômes qui sont contenus dans les fèves, donc c'est assez fort et ça peut avoir des odeurs aussi différentes selon les moments de la journée. Si on torréfie, par exemple, c'est une odeur très particulière, très marquée. Justement, est-ce que tu peux me raconter, enfin, comment est-ce que ça se passe à partir du moment où vous recevez le chocolat? Enfin, peut-être qu'on peut même aller avant. Comment est-ce que tu sélectionnes déjà les chocolats que tu veux recevoir et que tu veux travailler? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, à partir du moment où tu les reçois et jusqu'au moment où tu fais la tablette? Puisque, toi aussi, un peu comme Asna, que j'avais déjà rencontré sur ce podcast, tu fais du chocolat de la fève à la tablette. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu tout ce processus, de recherche, de création et cetera? Alors nous, sur le sourcing, donc sur la recherche des fèves, on a deux canaux différents. On a un premier canal qui est celui de la Colombie où on a passé 6 mois et où on a repéré les fèves nous-mêmes. Du coup, on les a sélectionnées sur place directement. Où là, on a rencontré pendant 6 mois plein de producteurs sous format entreprise, sous format association, sous format coopérative. À chaque fois, on allait voir les plantations. Donc, on allait voir comment c'était organisé, qui travaillait dedans, comment les gens parlaient de leur cacao. Et ensuite, quand c'était des coopératives, on avait des rendez-vous avec les conseils d'administration des coopératives, parfois avec 30, 40, 50 personnes autour de la table, pour présenter ce qu'on voulait faire, donc du chocolat, de la fève à la tablette, et pour prendre le pouls de leur projet environnemental, et social et économique. Donc on leur posait plein de questions, on avait des échanges hyper intéressants qui nous servent beaucoup aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on lance des nouveaux pays, on parlait de l'Ouganda là tout à l'heure, on travaille avec des sourceurs de cacao. OK. C'est pas un métier qui court les rues, hein, pour être tout à fait franc, mais c'est un métier qui est extrêmement important et structurant pour nous. C'est des gens qui ont deux casquettes, une casquette de dénicheurs de fèves rares et d'exception, et ensuite une casquette de logistique internationale où ils sont en mesure de nous ramener quelques sacs de fèves du fin fond de l'Amazonie, par exemple, jusqu'à chez nous, ou des îles Salomon, pour D'accord. forte raison, jusqu'à chez nous. Et donc, ces sourceurs de cacao, en fait, toutes les questions que nous on posait aux producteurs avant dans les conseils d'administration des coopératives, on leur repose à eux. Euh, et ça permet de voir la traçabilité, la transparence sur toute la chaîne. C'est un gros enjeu du cacao. Euh, on a encore beaucoup de chemin à faire, et nous, et les sourceurs, et les producteurs. Euh, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier-là et que ça nous intéresse énormément. Ouais, bien sûr. Et donc après, donc une fois Donc que voilà, une fois qu'on a choisi nos fèves, elles arrivent chez nous. On lance les premiers tests. Donc avant de lancer les tests, généralement on ouvre le sac en équipe, c'est assez religieux comme moment. On va goûter les fèves crues, donc vraiment au sortir du sac, on va voir ce qu'elles nous évoquent. Et c'est toujours un exercice intéressant de se dire, à partir d'une fève, comment on se projette dans une tablette. C'était extrêmement compliqué de le faire au tout début quand on n'avait jamais fait de chocolat, qu'on était en Colombie. Aujourd'hui, avec 4 ans de recul, on le fait beaucoup mieux. Parfois, on a des bonnes intuitions, puis parfois, on se trompe aussi, puisque la fève réagit pas du tout comme on l'attendait dans les machines. Elle a une composition chimique qui, en fait, est pas du tout ce qu'on attendait. Donc, on goûte cru. Ensuite, on torréfie. On fait une torréfaction assez standard, enfin, en tout cas, par rapport à nos standards à nous. Et ensuite, on va faire des premiers tests dans les conches, donc dans les meules en pierre. Des meules en pierre, c'est des roues en granit sur une dalle de granit qui vont tourner pendant 24, 48, 72 heures. OK, Dans notre manière de procéder, on fait tourner juste du cacao tout seul. Et on sort quelques tablettes, au bout de 24 heures, quelques tablettes à 100%. OK. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre, et on sort quelques tablettes à 95. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre. Voilà, et on essaie de faire quelque chose de dégressif, pour voir quel est, a priori, comme ça dans les grandes lignes, le bon équilibre pour cette fève-là. Ce qui lui va le mieux, c'est quelle robe l'a mis le mieux, quoi. Et ensuite, on affine.
on affine la torréfaction, on affine le ponchage. Donc c'est comme ça qu'on va travailler nos fèves. Donc quand je parlais de bonne intuition ou pas, par exemple la dernière fois on a reçu une fève euh, qui était extrêmement douce par rapport à une fève de cacao. Ça peut être quand même un petit peu brut de décoffrage comme produit, assez amer, il n'y a pas de sucre, il y a une mâche, c'est quand même assez fibreux. Et celle-là Ok. était très douce. On s'est dit, bah, c'est génial, on va pouvoir faire un chocolat à 95% qui va rester très gourmand, très onctueux, etc. Et non, raté. C'était une fève qui était très acidulée, et donc trop, en fait. À 95%, c'était une acidité qui devenait Ouais. vraiment gênante dans le chocolat. Donc on a dû descendre, pour arriver à un chocolat à 70%. Quand on dit 70, ça veut dire que les 30% restants, c'est du sucre, puisqu'on rajoute rien d'autre, pas de vanille, pas de lécithine de soja, etc. Et là, on a un côté, du coup, l'acidité est présente, mais c'est un côté acidulé, un peu bonbon acidulé, avec le sucre, c'est très gourmand. C'est un très beau chocolat. Mais du coup, est-ce que, quand tu goûtes la fève crue, est-ce que son goût se rapproche quand même du goût final, qu'aura ta tablette? Est-ce que ça, c'était un exemple un peu, tu vois, qui sort de l'ordinaire et que en fait, généralement, quand tu la goûtes, tu sais à peu près ce qui va fonctionner? Ou en fait, tu peux vraiment pas du tout savoir et tu as juste quelques notes que tu peux commencer à repérer, mais en fait, ce sera pas du Bah, tout ça? notre manière de travailler, je crois que c'est une vérité chez pas mal de personnes qui se lancent dans ce métier-là de chocolaterie bean to bar, de la fève à la tablette. C'est l'envie d'avoir des chocolats qui ressemblent aux fèves de cacao, en fait. OK. Le cacao, c'est un fruit, on travaille avec des graines de fruits, et on mange des graines de fruits. En fait, c'est vrai qu'on essaie de pas perdre ça de vue. Et pour la petite histoire, ma compagne Claire, elle aime pas du tout le chocolat. On n'avait vraiment pas prévu de faire ça dans la vie. Et du coup, en Colombie, en goûtant ce chocolat très brut que le producteur nous a fait faire, le premier jour, on a vu du cacao, là, on a fait notre tablette, elle m'a dit, mais ça, j'aime bien, au contraire, j'adore. Comment ça se fait que j'aime ça et que j'aime pas de chocolat? Et en fait, c'est parce que c'était encore très proche du fruit. On venait de le torréfier à la poêle, on l'avait écrasé à la main, et ça avait un goût brut, pas trop raffiné, pas trop transformé. Donc on essaye de faire ça, que nos tablettes ressemblent à nos fèves. Et après, quand tu fais du chocolat au lait, quelle étape est-ce que tu rajoutes? Et est-ce que tu utilises toujours les mêmes chocolats ou est-ce que tu as des chocolats qui sont réservés enfin des cacao qui sont réservés au chocolat au lait? Pour fabriquer du chocolat au lait, on rajoute dans les conches, donc dans les meules en pierre, de la poudre de lait. C'est jamais du lait en bouteille, hein, sinon ça fait Mmh. un chocolat chaud qui Oui. solidifie pas, évidemment, c'est toujours du sec. Il faut rajouter du beurre de cacao également pour boire cette poudre et lui permettre de se liquéfier un petit peu, sinon ça fait un chocolat trop épais. Et, euh, et en chocolat au lait, non, dans ce cas-là, on prend généralement des variétés de cacao qui sont soit très cacao dans leur note aromatique, on a vraiment des OK. cacao qu'on a choisis parce qu'ils sont très cacao, soit des cacaos qui vont avoir des notes un peu de biscuits qui sont ouais, un peu de gourmandise, quoi. Miel, biscuit, caramel, voilà, des cacaos qui vont être marqués et typés comme ça. Ça fonctionne bien avec le chocolat au lait. Et au contraire, les chocolats plutôt acidulés, très fruités, fruits rouges, le combo marche moins bien. OK. Après donc t'expliquais que pour, sélectionner les cacaos que tu utilises, il y a 2 solutions. Soit vous faites appel à un sourceur, soit vous êtes sourceur vous-même et vous Mhm. rencontrez les producteurs ou des collectivités et cetera. Est-ce que du coup, tu as une différence quand toi-même, tu vas à la rencontre des gens qui le produisent? Est-ce que tu trouves que tu as une, manière différente de travailler le chocolat derrière? Est-ce que par exemple, ils t'expliquent, certains détails qui font que, tu vas repenser la manière dont tu le travailles? Alors, c'est une bonne question. C'est peut-être non, on les travaille de manière assez similaire. Nous, on a commencé avec l'histoire de la baleine à Cabos pendant 1 an et demi qu'avec du chocolat de Colombie, donc avec les chocolats qu'on avait OK. sourcés nous-mêmes. Et ensuite, on a ouvert d'autres terroirs. Euh, mais c'est vrai c'est peut-être un petit peu moins incarné sur ces terroirs-là, puisque on n'a pas on n'a pas dormi chez les gens, on n'a pas visité leurs plantations, mais on a hâte de le faire. Ça fait évidemment partie du projet. C'est-à-dire que les sourceurs de cacao, typiquement, on leur demande si demain on veut aller en Ouganda ou dans les îles Salomon, est-ce que c'est ouvert, est-ce qu'on a le droit d'aller les rencontrer et poser nos questions en toute transparence? Donc la réponse est toujours oui, mais c'est un point important pour nous. Ouais. On aimerait bien le faire. Pour l'instant, on n'a pas pu. La chocolaterie est encore assez jeune. Le Covid est passé par là avec toutes les difficultés de voyage que ça impliquait. Et par ailleurs, nous, on a une vie de famille qui était assez dense aussi, puisqu'on a eu 2 enfants en 1 an, et là on attend un troisième, donc c'est assez chargé. Donc pour les Ah oui. voyages au long cours, c'était pas forcément évident. Euh, mais c'est bien le but de la manœuvre, c'est qu'on puisse retourner. Je parlais tout à l'heure du chocolat mexicain qui nous plaît beaucoup. On a hâte d'aller voir ces gens avec lesquels on travaille depuis maintenant 3 ans en fait.
On échange, hein, on échange par vidéo, on échange par message, mais on s'est pas encore vu. Mais parce que c'est ça, tu trouves que ça apporte vraiment quelque chose, dans ton travail derrière du chocolat? Est-ce que tu travailles d'ailleurs chaque, cacao de la même manière? Est-ce que c'est toujours exactement le même processus ou est-ce que ça change par moment? Non, ça change, mais dans les entre guillemets à la marge. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est les différents éléments de la recette. Donc c'est la torréfaction par exemple. Il y a Oui. certaines fèves, certaines variétés qui ont des toutes petites fèves, donc tu peux pas du tout les torréfier, les cuire de la même manière que des fèves qui ont une taille entre guillemets standard. Euh, Pendant un moment, on avait des fèves du Guatemala qui étaient énormes et des fèves du Pérou qui étaient minuscules. Et des sacs étaient à côté, c'était rigolo. Donc là, clairement, tu dois adapter la recette à chaque fève et à comment elle réagit. Certaines fèves ont des écorces plus ou moins épaisses, donc vont plus ou moins torréfier. Et ensuite, certaines ont besoin de plus ou moins de sucre pour ce que je disais tout à Oui. l'heure, en fait, voilà, pour s'équilibrer. Euh, mais sinon, c'est pas radicalement différent. OK. La marche est globalement la même. Pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne tablette de chocolat? À quel moment, ben, toi, tu es satisfait et tu te dis: «Bah, là, c'est bon, on a trouvé le bon niveau de sucre, le bon niveau de torréfaction et cetera et c'est comme ça qu'on va sortir, enfin, c'est comme ça que sera la tablette»? Mm. Ah, c'est quand on a envie d'y revenir de manière, enfin vraiment si on doit synthétiser en un mot, c'est ça. C'est-à-dire qu'on goûte et puis on a envie de regoûter, on a envie d'y revenir et puis on y repense dans la journée ou le lendemain, voilà. On y repense et on a envie de la regoûter. Si on doit parler plus de ce qui se passe au niveau aromatique, c'est une tablette qui va avoir une belle complexité, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses au début, en milieu de bouche et puis en fin de bouche et qui vont évoluer. Et, et voilà, qu'il y a une tablette qui a à la fois de la complexité et de la gourmandise, puisque c'est quand même ça aussi le chocolat. Parce que donc tu me disais qu'avant vous faisiez pas du tout de chocolat. Du coup, comment en quelques années, vous avez réussi à développer votre palais et un peu, à analyser, les goûts des chocolats? Parce qu'effectivement, il y a énormément de notes. Comment est-ce que vous avez fait ce travail-là? Est-ce que tu as des conseils du coup si pour travailler son palais justement sur les goûts des Mhm. chocolats? Alors nous, on l'a fait, on a suivi aucune formation spécifique, donc ça a vraiment été de l'expérience entre nous et avec nos équipes et notre entourage. Euh, de ce qu'on a constaté, au début, on faisait des réunions soit de famille ou d'amis pour faire goûter les tablettes et pour essayer de faire ressortir les grandes notes aromatiques et voir ce que les gens aimaient, etc. C'était souvent un échec, c'est-à-dire que ça donnait rien et les gens se sentaient pas à l'aise, pas armés, Ouais. ils ressortaient pas grand-chose de ces exercices-là collectifs. Par contre, c'était beaucoup plus riche quand on faisait des dégustations juste en tête-à-tête avec un chef, un pâtissier, un chocolatier, donc des gens qui sont dans le métier et qui en fait ont leur bibliothèque mentale de goût plus développée, plus affûtée. Et ils vont s'y retrouver et ça c'est agréable puisqu'on a l'impression de vraiment avancer, Oui. d'échanger et de comparer. Alors d'autres éléments qui m'ont interpellé ces dernières années, puis qu'on avance sur ces questions-là, j'ai fait goûter, souvent quand on lance une tablette, on fait goûter nos premiers tests à des clients qui passent, à des bons clients, des gens qu'on connaît, etc. On leur dit, bah attendez, prenez quelques morceaux de chocolat, et vous goûtez, et vous revenez nous dire ce que vous en pensez. Et j'ai une réflexion assez intéressante d'un couple franco-brésiliano-colombien qui ont pas mal bourlingué partout dans le monde, et je leur ai passé une tablette du Pérou qu'on avait du mal, nous, à nommer dans l'équipe. Ça partait un peu dans tous les sens, et on avait du mal à la synthétiser. Et en fait, ils sont venus 3 jours après, ils nous ont dit, mais en fait, cette tablette, il faut arrêter d'essayer de retrouver des notes aromatiques dans le chocolat, qui sont des choses qu'on a en Europe. C'est-à-dire que souvent, on va mettre des notes de framboise parce qu'on en a ici, des Ouais. notes d'abricot. Il faut retrouver des notes aromatiques des pays d'origine du cacao, et qu'eux connaissaient bien. Et donc, pour eux, la tablette, elle avait des notes de papaye, de café et de bambou. Quand on rentre dans une forêt de bambou, cette odeur Ouais. verte, de bois vert forte. Donc, j'ai trouvé la réflexion assez juste et intéressante. Et du coup, est-ce que tu vas t'entraîner à goûter des fruits, enfin des odeurs, qui viennent de justement des pays où on produit du chocolat pour mieux réussir à analyser ça? Enfin, c'est ça un peu pour toi aussi le secret, maintenant? Bah, je crois qu'en fait, quand on fait ce métier, on est du coup beaucoup plus attentif à ce qu'on mange et ça devient vraiment un sens qu'on développe, comme quelqu'un qui Ouais. commence à faire de la musique de plus en plus va développer son oreille à force d'entendre et de classer les tonalités, etc. J'ai vraiment ce ressenti-là et on constate bien maintenant que voilà, quand on goûte un vin, etc., on est beaucoup
plus précis dans notre manière de le juger. Après, on a un très bon garde-fou aussi à la chocolaterie, qui est donc Claire, qui n'est pas de chocolat, et du coup, elle est très critique aussi. C'est-à-dire que quand elle goûte quelque chose, si ça ressemble un peu trop à un chocolat industriel ou à quelque chose d'un peu trop lisse, ça passe pas du tout. Donc ça, c'est assez amusant aussi comme rapport au produit. Voilà. Mais après, c'est toujours un exercice quand on sort une nouvelle tablette, on la synthétise toujours en quelques mots sur le packaging pour que quand les gens viennent, regardent et puissent avoir une idée assez brève de ce qu'il y a dedans. C'est des réunions d'équipe qui sont toujours assez stimulantes et amusantes. C'est-à-dire qu'on essaie on dit bon, en 3 mots, comment est-ce qu'on peut résumer cette tablette? Parfois c'est très simple, et parfois ça nous demande plus de réflexion, on est obligé d'y revenir, on demande du coup un peu autour de nous. Mais donc c'est ça l'exercice, essayer de résumer en quelques mots ce qu'on vient de goûter. Ouais, nous on travaille comme ça. Après, encore une fois, je sais qu'il existe plein de formations sur le. Il y en a une qu'on va peut-être suivre en équipe au CIRAD à Montpellier l'an prochain sur exactement là-dessus, sur le profil sensoriel des chocolats et des fèves de cacao, comment déguster, comment classifier, comment cataloguer tout ça. Il y a beaucoup de formations en œnologie évidemment, mais aujourd'hui on n'a pas suivi ces cursus encore. Ce serait Oui, non, non, intéressant mais d'ailleurs de le faire oui. avec cette auto-formation depuis plus de 4 ans. Ça serait intéressant de voir maintenant si on retombe sur nos pattes finalement dans des formations plus théoriques. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui te montre un peu, comment est-ce que quelqu'un le fait? Comment est-ce que toi tu l'as appréhendé cette manière de nommer les chocolats? C'est vrai que ça peut être Mhm. assez chouette de le faire a posteriori justement. D'ailleurs donc j'ai vu que tu proposais, notamment des chocolats blancs au matcha ou à l'hibiscus. Déjà quand est-ce qu'était venue, cette idée d'aromatiser, enfin en tout cas de parfumer du chocolat blanc? Alors le chocolat blanc, donc déjà une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi vous faites du chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat, Oui. etc. On a une démarche à la fois puriste et à la fois très ouverte. C'est-à-dire que moi j'ai plein de souvenirs de manger du chocolat blanc étant enfant et ça me plaisait. Donc du coup, on a décidé de faire du chocolat blanc en hommage au petit garçon que j'étais. Donc, du coup, quand on a des enfants qui rentrent dans la boutique, ils peuvent en avoir s'ils en veulent. Et ensuite, aromatiser le chocolat blanc, le chocolat blanc à l'hibiscus en l'occurrence, c'est la même personne qui nous a proposé le sobacha. Donc c'est une cavaté qui est sur Marseille, une de nos partenaires. Euh, Puisqu'on avait un salon de thé avant, donc on achetait du thé chez elle, et puis à force de discuter, on a imaginé tout ce qu'on pouvait faire. Donc on se voit à peu près une fois par an, on se refait une réunion avec des nouvelles idées qu'on a pu avoir de part et d'autre. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas gardées, de tests qu'on n'a pas gardés, mais ça, l'hibiscus, c'est intéressant puisqu'il y a comme on a des meules en pierre, elles sont en mesure de broyer pas mal Ouais, d'ingrédients. Donc là, l'hibiscus, il n'est pas juste infusé dans la tablette, c'est vraiment des feuilles d'hibiscus séchées qu'on va mettre dans le chocolat et qui vont en 48 heures être réduites en poudre et se mélanger au chocolat. Donc le chocolat, il sort rose pétard, d'accord. sans aucun colorant évidemment, avec des notes de bissap acidulé, et ça apporte au chocolat blanc une troisième dimension qui est quand même chouette. Sinon, c'est un produit qui est quand même assez plat, quoi. Donc là, ça lui apporte un corps qui est intéressant. Est-ce que ça, ce même mode de fonctionnement, ça peut se faire avec d'autres chocolats ou alors seulement avec du chocolat blanc? Et pourquoi si c'est seulement avec du chocolat blanc? Non, ça peut se faire avec tous les autres chocolats. On fait un chocolat à l'ylang-ylang, par exemple. C'est une plante, Mmh. c'est un arbre qui fait des petites pousses qui ont une note. Alors ça peut faire savonner, un peu parfum, savon. C'est assez étonnant. Il faut le doser vraiment très faiblement. Mais c'est pareil, c'est vraiment, on va mettre la plante dans la conche, dans la meule en pierre, et puis elle va le broyer. Donc c'est un fonctionnement qui marche bien. Pareil, on a fait aussi là du chocolat noir à la badiane, donc à l'anis étoilé, en partenariat avec Ricard, qui nous demandait du coup un chocolat qui fasse penser au Ricard. Donc on a regardé tous les épices, toutes les graines, toutes les herbes qui étaient utilisées dans la composition. On a fait plein de tests. C'est la badiane qui a gagné haut la main. Ça marche très très bien. On dirait vraiment chocolat noir badiane. On dirait que c'est une fève de cacao qui a Mmh. une note aromatique un peu plus poussée. Donc on dirait vraiment que ça fait partie du cacao. Donc c'est subtil, c'est vraiment une belle réalisation. Donc ça se travaille comme ça, et ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre une toute petite quantité, on laisse tourner 24 heures, on goûte, on voit ce que ça donne, on Ouais. peut rajouter un petit peu, on peut doser vraiment petit à petit comme ça.
Mais est-ce que, quand tu le fais avec du chocolat noir ou du chocolat au lait, tu dois le faire, j'imagine, avec, une origine, en tout cas un chocolat qui a des notes particulières? Dans le sens où, en fait, le chocolat blanc, comme il y a pas de cacao, si je me trompe pas, enfin, il y a que du beurre de Mmh. cacao, tu peux donner un peu le goût que tu veux. Par contre, du chocolat, il a quand même ses notes, déjà, donc comment est-ce que tu associes un peu Oui, les bien 2? sûr. Bien sûr, ben on essaie avant de lancer les machines, on, si on se dit on doit faire un chocolat à la Badiane ou à l'Ylang Ouais. Ylang, on essaie de se projeter du coup et quel chocolat ça fonctionnerait le mieux. Et donc d'abord on va soit sentir et croquer un carré de chocolat en parallèle, comme ça nous permet de Mmh. on va pas lancer plein de machines non plus pour faire des tests à chaque fois. Euh, donc on voit ce qui marche le mieux et puis après dans la machine une fois qu'on lance on vérifie si c'est correct, mais pour l'instant on n'a pas eu de mauvaises surprises. Euh, Typiquement sur la Badiane, on a pris un chocolat qui était très doux avec des petites notes d'amande, un côté un peu gras, enveloppant. Mais voilà, on prend pas des chocolats qui ont des notes aromatiques trop marquées naturelles. On va essayer de prendre des chocolats qui sont plutôt assez cacao Ouais. pour laisser s'exprimer l'autre produit avec lequel on fait un accord, pour pas qu'on s'y perde trop au niveau du palais. Et OK. un autre point qui est important dans notre processus de fabrication de chocolat et de création des nouvelles idées, c'est les collaborations et les partenariats. Là, j'ai parlé de la boutique de thé, mais on fait pareil avec des pâtissiers, avec des restaurateurs, avec des glaciers, des torréfacteurs de café. Et c'est un univers qui est hyper stimulant. C'est vrai qu'on on est à Marseille, ça bouge beaucoup dans le bon sens. Il y a énormément de choses qui ouvrent un peu dans notre philosophie. Et du coup, voilà, ça nous apporte énormément d'idées. Donc des choses qu'on n'aurait pas tenté forcément nous, ou des choses qu'on avait en tête. Et en parlant avec un artisan qu'on rencontre, hop, il va nous proposer des choses. On a fait pas mal on a beaucoup de tablettes comme ça qui sont faites en collaboration. C'est laquelle, la collaboration qui gustativement, toi, t'a le plus surpris, on va dire? Enfin, que t'as aimé, mais c'était une bonne surprise. Ou tu pas forcément pensé à l'origine faire ça? C'est notre tablette de chocolat fumé. Euh, c'est quelque chose qu'on avait en tête. On réfléchissait à faire une tablette provençale. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance euh, liés à la Provence, hein, où j'ai grandi. Et du coup, je voulais sortir j'avais déjà goûté des chocolats avec de l'huile essentielle, de thym, de lavande, mais en fait, je trouve ça vraiment trop chimique, Ouais, artificiel, enfin, trop fort, un peu médicament. Euh, et du coup, en réfléchissant, on s'est dit, bah, ça pourrait être sympa de fumer notre cacao, comme on travaille le cacao, on a la fève, de la fumer au thym, quoi. Euh, et un jour, sur un marché, on rencontre un artisan marseillais qui a un fumoir professionnel à Marseille, donc il fume les magrets, les saumons. On lui en parle, il me dit, bah, donnez-moi du gruet cacao. Donc là, les fèves, on les décortique, on les met sous forme de gruet, on lui passe, ensuite lui il le fume, il nous le rend, et on fait du chocolat. C'est un chocolat sur lequel les ingrédients, il n'y a rien de rajouté, mais c'est un goût fumé très fort. Pour le coup, il le fume pas au thym, finalement, après plusieurs essais. Il le fume au bois de cerisier et à la tourbe. Et en fait, ça fait d'accord. un chocolat fumé à la tourbe qui se marie hyper bien avec des whisky tourbés, des spiritueux. Mais c'est un produit assez étonnant. C'est vrai que les clients, quand ils viennent en boutique, ils veulent l'offrir. Je leur dis souvent, je vous conseille de vous l'offrir à vous déjà. Parce que c'est un produit qui peut être clivant. C'est vrai que le chocolat fumé, tout le monde Ouais. n'aime pas le fumer. Et ça emmène sur un univers un peu salé. Après, dès qu'on a des gens un petit peu affûtés, des chefs, des restaurateurs, souvent ils aiment beaucoup ce chocolat. Comment est-ce que tu conseilles, d'utiliser, le chocolat pour, justement plutôt pâtisser et enfin, faire une ganache ou ce genre de choses? Quel chocolat est-ce que tu recommanderais? Est-ce qu'il y a des chocolats qu'il faut pas du tout utiliser? Enfin, quel serait ton avis là-dessus? Alors déjà, on est sur des chocolats qui sont quand même assez particuliers, qui sont plus chers que les chocolats de dessert que les gens utilisent habituellement, clairement. Donc de notre expérience, il faut utiliser du chocolat déjà pour des recettes dans lesquelles c'est principalement du chocolat. Une mousse au Ouais, chocolat, une tarte au chocolat. Si vous commencez à faire une pâtisserie, un opéra avec du café, des machins, le chocolat va être ouais. complètement secondaire et en fait il fera pas la différence. Donc voilà, c'est vraiment sur des choses tout chocolat. Là, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir à Marseille qu'on aime beaucoup et qui va faire des soufflés au chocolat. Donc on a hâte de voir ce que ça donne avec des chocolats de chez nous. Et ensuite, en fait, ça dépend vraiment de la recette et de ce que la personne a envie de faire. À chaque fois qu'on a un restaurateur ou un professionnel qui vient nous voir, on fait goûter la gamme et en fait chacun va prendre des chocolats différents en fonction de ses inspirations et de son travail. Pour donner quelques exemples, on a
une glacière à Marseille qui fait des bûches glacées avec notre chocolat, qui fait des glaces aussi à l'année avec des sorbets chocolat noir. L'idée, c'est D'accord. toujours de mettre le chocolat en avant. En glace, par exemple, la glace chocolat noir, elle est moins intéressante. En sorbet, on a quelque chose de plus léger, Ouais. et on a le chocolat qui va s'exprimer pleinement. Et par contre, elle nous prend un chocolat 100%. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, on met zéro sucre. Et c'est elle qui va après doser son sucre comme elle le souhaite. Donc ça, c'est vraiment une commande particulière qu'on fait pour elle sur une fève qu'on a choisie ensemble. On en a d'autres qui vont nous demander au contraire des chocolats un peu plus sucrés, c'est juste pour avoir des copeaux, des éclats. Si c'est du chocolat 100%, ça risque de trancher, d'être trop fort en bouche dans une pâtisserie qui est déjà un petit peu sucrée par exemple. Donc le D'accord. conseil, c'est à la fois être vigilant être vigilant, en tout cas bien avoir en tête ce qu'on va faire de ce chocolat un peu exceptionnel. Hein. L'idée, c'est de mettre vraiment un chocolat exceptionnel en avant et de le sublimer dans une autre création. Et ensuite de goûter plusieurs chocolats. Il n'y a pas une vérité. Très très clair. Merci beaucoup pour ce conseil. Bah écoute, maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, toi, si t'étais un cacao ou un chocolat, tu serais lequel? Je pense que je serais quand même, malgré tout, un chocolat au lait gourmand, quoi. C'est mon histoire personnelle liée à ça. Mais ça veut pas dire plein de sucre, hein. On fait des chocolats au lait qui sont à 50% de cacao minimum. Donc on a des choses qui sont quand même avec un Oui. bon goût de cacao, mais de la gourmandise aussi. Si tu devais plus utiliser que 2 chocolats pour le reste de tes tablettes, ce serait lesquels? Que de cacao, tu veux dire? Ouais, c'est ça, que 2 cacao. Alors oh, ça c'est compliqué, tu vas me mettre en porte-à-faux avec mes producteurs. Euh, je garderai le Cordoba, qui est notre historique, qui est celui dont je parlais tout à l'heure, qui arrive prochainement, sans aucun doute, et je pense que je garderai le Rioja, qui est c'est une variété à la porcelaine blanche, celui qui est très clair à la couleur, parce que c'est vraiment un cacao de dégustation, un chocolat de dégustation très étonnant. On a annoncé à nos équipes et à nos anciens salariés qui maintenant sont partis sur autre chose, que ça allait être compliqué l'année prochaine d'en avoir, etc. Et ils étaient vent debout. On a dû les calmer, donc on va essayer de faire en sorte d'en avoir encore. Pourquoi avoir choisi le nom, la baleine à cabosse? Parce que autant la cabosse, on comprend. Alors la baleine à cabosse, à la base, c'est un conte pour enfants que j'avais écrit quand on était en Colombie, puisqu'on était dans les plantations de cacao toute la journée et en même temps on faisait un petit peu de balade. Et on a vu dans une des régions, on a vu des baleines à bosse. Et en fait, la baleine à bosse, elle a la forme d'une cabosse, quoi. C'est une espèce de forme un peu ovale, un peu fripée dessous. Voilà, c'est une baleine à bosse qui est devenue une baleine à cabosse et on a décidé de le garder pour l'entreprise. Après, il y avait aussi un cacao toès, un chocrodile. Enfin, on aurait pu avoir d'autres animaux, mais la baleine nous plaisait bien, euh, puisque ça permet d'expliquer ce que c'est une cabosse et de donner à voir aussi le fruit, qui souvent n'est pas connu. C'est vrai. Est-ce que, donc vous en avez déjà fait plusieurs, des collaborations. Est-ce que là, il y a un chocolatier ou une chocolatière avec qui tu aimerais bien faire, une tablette à 4 mains? Ouais, là, on reçoit la semaine prochaine une consoeur qui est à Paris, qui est brésilienne et qui fait du chocolat. Elle fait des brigadeiros. Brigadeiro, c'est une Mmh. spécialité brésilienne. Je crois d'ailleurs que tu as reçu des gens Ouais. sur ce plateau qui en font aussi. Et du coup, voilà, elle fait du chocolat. Le brigadeiro, qui est une spécialité au chocolat du Brésil, l'a amené à faire du chocolat bean to bar, et du coup, elle est tombée dedans comme nous. Donc, c'est son trajet pour tomber dans le chocolat bean to bar. Et du coup, elle va venir chez nous pendant quelques jours. Donc, effectivement, on aimerait bien travailler. Nous, on travaille pas encore des fèves du Brésil, donc ça pourrait être une bonne idée de collaboration. Effectivement. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt Colombie ou Madagascar? La question est facile. Pour nous, plutôt colombien, évidemment. Lait ou noir? Ouais, plutôt. Tout à l'heure, j'ai dit que je me synthétiserais comme un chocolat au lait, mais plutôt noir. On a plein de belles histoires de chocolat noir. Plutôt Noël ou Pâques? Plutôt Noël. Et plutôt orangette ou pâte à tartiner? Orangette. Pour revenir sur la pâte à tartiner, c'est quoi pour toi le secret d'une pâte à tartiner réussie d'ailleurs? C'est une pâte à tartiner. C'est une pâte à pas tartiner. Voilà, C'est vrai. c'est bon signe. Quand ça arrive pas encore sur la tartine, c'est que c'est bon. Plutôt chocolat blanc hibiscus ou chocolat blanc thé matcha? Hibiscus pour moi. Très bien. Merci beaucoup.
Alors, j'ai envie de demander, donc je le fais depuis la saison 3, donc je viens tout juste de commencer. Et maintenant, j'ai envie de demander à chaque invité un petit défi à me proposer lié à l'épisode. Donc, est-ce que tu as un petit défi chocolatier ou chocolaté, je ne sais pas trop comment dire, Mhm. pour moi et pour tous les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient le relever? Est-ce que c'est, je sais pas, une recette à reproduire, un goût à tester? Enfin, voilà, je te laisse me proposer un petit défi. Bah, je parlais tout à l'heure du chocolat, la Badiane, qui Mmh. avait un goût où finalement c'est pas comme un chocolat au sel où tu sens qu'il y a du sel. C'est vraiment une note, comme si on avait poussé une note aromatique du chocolat. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de goûter 3 chocolats à l'aveugle, 2 chocolats noirs classiques et un chocolat noir avec de la Badiane, et d'essayer de retrouver dans lequel il y a de la Badiane. Ah ouais, merci, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? De l'amour, du bonheur, C'est vrai, c'est tout ce qu'il faut. ouais, et plein de projets positifs et de tests négatifs pour tout le monde. Bah, écoute, merci beaucoup Aurélien, pour ce temps que tu m'as Merci Léna. accordé. C'était très intéressant. Maintenant, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter? Ouais, une idée qui est quand même importante pour nous, c'est dans le chocolat Bean to Bar, tu sais, on a monté l'association Bean to Oui, Bar France, donc, qui regroupe de plus en plus de chocolateries dans le pays, et on a vraiment envie souvent d'être un peu en lead sur le fait de proposer à des gens des produits de qualité qui sont sourcés sur toute la chaîne de production. J'entends souvent des entrepreneurs qui disent ah bah les clients veulent ça, donc on a fait ça. Euh, ouais. Moi, je pense que non. En fait, c'est nous qui connaissons la chaîne de production, c'est nous qui connaissons les contraintes, qui connaissons les inégalités du secteur. C'est à nous d'être exemplaires sur toute la chaîne de production et de proposer ce produit-là et d'expliquer en quoi il est différent d'un chocolat classique. Voilà, c'est un mot de la fin un peu ambitieux, une sorte de projet politique pour notre association, mais qui nous tient à cœur. Non, mais c'est très important et effectivement, je pense que c'est bien aussi d'être dans cette vision-là et de se dire que c'est à vous de proposer, de faire évoluer le consommateur aussi, dans ses goûts, dans ce qu'il va goûter et dans aussi, bah, il y a quand même, plein de sujets un peu, plus sociaux, et engagés derrière, donc je pense que c'est intéressant et c'est important. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Un grand merci, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial autour du gaspillage alimentaire en pâtisserie. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!